Comment vivre des relations sereines, nourrissantes, quand on porte une blessure d'abandon? La blessure d'abandon, c'est un terme qui a été largement diffusé par Lise Bourbeau dans son livre bien connu Les 5 blessures de l'âme qui empêchent d'être soi-même. Et ses travaux se réfèrent à Wilhelm Reich. Wilhelm Reich était un disciple de Freud qui s'est intéressé à la circulation de l'énergie dans le corps. Il a réalisé que la libre circulation de l'énergie dans le corps était entravée par des blocages émotionnels qui formaient des blocages musculaires qui empêchaient la circulation de l'énergie dans le corps. Et il avait repéré différents endroits dans le corps où l'énergie se bloquait et que ces endroits étaient en lien avec des phases du développement. Et c'est un peu ma formation initiale. Moi, je suis à la base une reichienne, puis petit à petit, je me suis vraiment spécialisée dans la mémoire traumatique, la dissociation traumatique, les traumas. Et ce que je trouve vraiment intéressant dans cette approche, j'en ai gardé certaines choses, notamment la lecture du corps ou de certains traits de caractère, comme dirait Wilhelm Reich. Et il parle, alors lui, il nomme pas vraiment la blessure d'abandon, mais il va parler de différents stades. Donc le tout premier stade ferait plutôt référence à la blessure de rejet, dont je vous parlerai dans une autre vidéo. La blessure d'abandon, ça correspond plutôt au stade oral. C'est vraiment la phase un peu de la tétée. Et c'est vraiment ce temps de contact, de chaleur, où on va nourrir le lien. Et c'est pas pour rien qu'on parle de nourrir le lien. Et quand il y a une carence affective dans cette phase-là, ça va être le nid de difficultés relationnelles. Ça va être compliqué d'avoir un lien détendu, sécure. Donc, qu'est-ce qui peut provoquer en fait une blessure d'abandon? Ça va être typiquement le bébé qui pleure et il n'y a personne qui vient. C'est un peu il n'y a personne. Il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la solitude, du froid. C'est une phase où le bébé a besoin de chaleur, a besoin de contact, a besoin vraiment d'un lien aussi charnel, sensuel, quelque chose en lien avec la peau. Donc toute cette phase dans le lien d'attachement va pouvoir créer une blessure. Donc soit par absence, par non-réponse du parent. Ça peut se faire par d'autres raisons. Parfois, si le bébé il est hospitalisé ou à la naissance, ou quand il y a des naissances prématurées et que le petit ne peut pas être en contact avec la mère, ça va provoquer des choses après différentes. S'il y a quelque chose de ponctuel, comme un trauma de naissance, une séparation, et qu'ensuite il y a un attachement sécure qui peut se créer avec la mère, ça ne va pas créer les mêmes blessures. Ça va parler plus d'un choc traumatique que réellement une blessure d'attachement, même si à un endroit, physiologiquement, on va trouver des similitudes dans les réponses, mais ça ne va pas impacter l'estime de soi de la même façon. Donc effectivement, quand il y a blessure d'abandon, ça va impacter l'estime que la personne a d'elle-même, puisque c'est vraiment à ce moment-là, dans les parties toutes précoces de la vie, que la personne, le futur adulte, va créer sa façon de lire le monde, des croyances sur le monde. Et bien évidemment, un petit qui reçoit la réponse bienveillante de sa mère, de son père, de la personne qui prend soin d'elle en général, qu'est-ce qu'elle va en déduire cette personne? Quoi qu'il se passe, quand je suis en détresse, je reçois de l'aide et je m'apaise. Et ça, c'est le terreau de l'attachement sécure. C'est quelque chose que je développe dans mon cours gratuit sur l'estime de soi sur le site internet, bien plus largement dans le cours sur les traumas. Mais la base, c'est ça. L'attachement sécure, c'est quand le petit est en détresse, il reçoit de l'aide, il s'apaise. Qu'est-ce qu'il va en conclure? Il va en conclure, je mérite de recevoir de l'aide, je suis quelqu'un de bien, je peux compter sur les autres, le monde est sécure. Si quand le petit appelle, il n'y a personne, qu'est-ce qu'il va en conclure? Qu'il y a un problème avec lui.
et ça va être le terreau d'une mésestime de soi qui, selon les interactions, ça va créer différents types d'attachements, donc insécures, voire désorganisés. Dans le cas de la blessure d'abandon, c'est vraiment quelque chose au niveau contact, au niveau physique, au niveau aussi émotionnel. Il y a quelque chose où le petit n'est pas rejoint dans ses besoins affectifs et émotionnels et ça va créer une détresse intense. Ça, j'aime vraiment en parler et puis c'est quelque chose que je transmets beaucoup, cette notion de fenêtre de tolérance, peut-être vous m'en avez déjà entendu parler. Quand l'enfant est tout petit, il va très vite être débordé. Il va avoir du mal à réguler trop de lumière, trop de bruit, trop de chaleur, la faim, etc., etc. Il va aussi avoir du mal à réguler ses émotions, ses peurs, ses besoins de contact, de chaleur, de tendresse. Il en a besoin pour se réguler, pour s'apaiser. C'est comme ça qu'il va construire sa régulation émotionnelle. Sa sécurité émotionnelle va se construire vraiment dans ses premières interactions. Qu'est-ce qui va se passer dans ces moments-là? S'il ne peut pas recevoir l'apaisement, son système nerveux va déclencher une alerte et il va rentrer dans un état de détresse. Il va commencer à appeler de plus en plus fort jusqu'à ce que son corps se remplisse d'hormones de stress et éventuellement qui se dissocie, qui collapse. Et ça, on verra un peu après, quand ça se réactive, la blessure d'abandon, les différentes stratégie, si on peut dire, réaction, adaptation que la personne, une fois devenue adulte, va prendre pour tenter de se réguler ou en tout cas réagir à la situation. Donc, pour résumer, qu'est-ce qui peut générer une blessure à abandon? Donc, tout ce qui est carence affective, carence émotionnelle, manque de contact, manque de chaleur humaine. Ça peut aussi être dû à du transgénérationnel, s'il y a eu réellement des abandons. Ça, moi, je l'ai beaucoup vu en séance. Une mère, une tante, une grand-mère qui a été laissée bébé chez la grand-mère. Ça, c'est quelque chose qui existe beaucoup dans les généalogies. Ou laissée dans XY chose, les abandons, quand il y a eu des décès précoces des parents, ça va vraiment créer une blessure d'abandon. Parce que justement, il y a la perte, il y a le deuil, tous les deuils. Alors, selon l'âge à laquelle ils arrivent, ils vont créer une blessure d'abandon ou alors ils vont réactiver la blessure d'abandon. Ça peut aussi se passer dès in utero, si pour X raison, la mère d'un coup ne peut plus investir la grossesse. Peut-être qu'au début tout se passait bien et puis il se passe un conflit avec le père par exemple, ou d'un coup le père est absent, ou elle vit elle-même un deuil, ou elle a un accident ou une difficulté au travail, quelque chose qui fait que d'un coup elle n'investit plus son petit, que ce soit in utero ou ensuite, ça peut créer une blessure d'abandon. Donc, comment ça va se passer concrètement? Qu'est-ce que la personne manifeste dans son quotidien quand elle porte cette blessure-là? Déjà, elle va rechercher la fusion. Ce besoin, ce manque de contact, elle va le rechercher. Et ça va créer ce qu'on appelle un peu les dépendants affectifs. Ce besoin vraiment de présence, de contact, de lien dans quelque chose qui n'est pas serein. Et c'est vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est pouvoir passer de ce besoin vraiment de contact, de présence anxieux à quelque chose de nourrissant, de j'ai besoin de lien, de contact et en fait je peux le vivre, je peux le goûter et en fait c'est bon, c'est nourrissant, c'est plein. Et on verra un peu plus tard comment accéder à ça, mais d'abord on va vraiment dérouler le fil ensemble pour comprendre qu'est-ce qui se passe en fait, comment ça se réactive. Avant de commencer à se réactiver, je veux juste un tout petit peu plus vous parler des manifestations qu'on peut voir chez les personnes qui souffrent de cette blessure. Donc la recherche de fusion, tout ce qui va être les addictions, donc qui va être combler le manque. Donc ça peut être donc des compulsions alimentaires, ça peut être avec l'alcool, avec différentes drogues ou même les achats compulsifs. Tout ce qui va être compulsion qui vise à remplir. Donc on est vraiment avec quelque chose de l'ordre du vide et on va chercher à remplir.
Donc tous ces comportements, ça fait vraiment partie de ce qu'on peut voir, des manifestations liées à la blessure de l'abandon, les troubles digestifs, hein, tout ce qui est en lien avec se nourrir, se nourrir, etc. Et ce qu'on peut voir, c'est que pour certaines personnes, parfois, elles sont sereines, elles sont bien seules, et parfois, eh ben, elles vont extrêmement souffrir de solitude, et là, ça devient intolérable, et elles ont absolument besoin de remplir ou besoin de contact de telle personne, et ça prend beaucoup de proportions. Ça va être bien évidemment beaucoup plus sensible dans les relations de couple, dans les relations d'intimité, parce que ça va rejouer l'attachement et du coup ce besoin de fusion. Et ça peut se manifester dans la sexualité. Comment finalement la personne, et ça, une fois encore, ça peut vraiment être dans ce qu'on va voir dans le bon, comment on peut ensuite trouver une sexualité qui va pleinement nourrir le lien, et il peut y avoir quelque chose comme une recherche un petit peu de trouver du contact, du lien, quelque chose de l'ordre du sensoriel, parce qu'on est vraiment à ce niveau-là, de la sensualité, essayer de se remplir, de s'apaiser par la sexualité qui peut devenir elle aussi compulsive. Alors j'ai envie de vous parler un petit peu du système nerveux, de comment réagit notre système nerveux face à une détresse. Peut-être vous avez déjà entendu dans d'autres vidéos, c'est quelque chose que je détaille énormément dans le module 2 sur le cours sur les traumas, la régulation émotionnelle basée sur le système nerveux. C'est quelque chose qui peut vraiment révolutionner votre vie, et on va essayer de voir comment ça marche avec la blessure d'abandon. Donc la première réaction du système nerveux face à une détresse, c'est demander de l'aide. C'est le système d'engagement social. On va essayer de nommer, de discuter, d'appeler, de parler, etc. La deuxième réponse, si ça c'est pas possible, c'est la lutte, la fuite, le combat. Pour les petits, ça va être les cris. Et la troisième réponse, ça va être le figement. Comment ça se passe quand la blessure d'abandon elle est réactivée? Quand la blessure d'abandon elle est réactivée, la première réponse qui est l'engagement social, le lien, elle peut être utilisée. C'est-à-dire que ce moyen de base de se réguler, qui est de se mettre en lien, il n'est pas là accessible depuis un endroit sécure, il va être utilisé pour absolument se nourrir, se mettre en sécurité. Et c'est là qu'on va observer des comportements de l'ordre de la culpabilisation. Ah mais moi ça fait tant de temps que je t'attends, pourquoi t'étais pas là? Mais oui mais pourtant, non, etc. Et tous ces phénomènes dessous en réalité c'est la détresse de l'abandon. La personne elle essaye de manipuler l'autre pour obtenir sa présence, son contact, pour être assurée. Bien évidemment, c'est assez dramatique parce que c'est pas à cet endroit-là qu'elle va obtenir vraiment du lien de qualité qui va la nourrir, l'apaiser. Au contraire, ça va plutôt amener de la distance et ça va rejouer, amplifier sa blessure. Comment ça se passe d'ailleurs? Pourquoi on répète? Comment ça se fait que les personnes qui portent des blessures d'abandon n'arrivent pas à tisser du lien sécure et qu'elles revivent sans arrêt la distance, la perte, la séparation, etc., etc. Ça vient un peu de deux choses différentes. La première chose, c'est que elles sont comme habituées à un schéma relationnel qui pour elles est normal. Et c'est comme s'il y a un peu des œillères et elles vont être attirées par des personnes avec lesquelles elles vont rejouer ce schéma parce que c'est leur norme en fait. Donc il y a vraiment petit à petit quelque chose qui va devoir se déconstruire. Et moi je trouve que à cet endroit-là, l'observation du système nerveux où on peut petit à petit aller mettre de la conscience sur comment notre système nerveux perçoit ou même neuroperçoit, la neuroception,
dont parle Stephen Porges, le créateur de la théorie polyvagale, comment cette neuroperception va nous donner certains signes. Et en réalité, ça peut faire deux choses inverses, c'est-à-dire que cette neuroperception, elle va nous donner, elle va nous tromper à 2 ans. Elle peut nous tromper de 2 façons. Soit elle va nous tromper, c'est-à-dire qu'on ne va pas avoir entre guillemets la menace, on ne va pas repérer chez telle personne un comportement qui va plutôt être évitant, qui ne va pas aller nourrir le lien, et on va plutôt être attiré par cette personne-là. Et au contraire, des personnes qui sont là, présentes, qui répondent, on va filtrer leurs réactions et on va les interpréter différemment et on ne va pas réussir à être en lien. Donc ça, la première chose qu'on va voir quand la blessure est activée, ça va être la culpabilisation, une forme de manipulation, et ça va être aussi ça peut être aussi de la culpabilisation envers soi-même. On peut voir aussi chez certaines personnes qui souffrent de cette blessure ces comportements de fuite ou combat. C'est-à-dire que si on est en mode fuite, donc là, on n'est plus dans le lien social, on engage vraiment le physique pour faire face à la situation. Donc pour ne pas être abandonné, ou quand on est face à cette blessure, le corps il va réagir, ça va vraiment venir physiologiquement, c'est les hormones de stress et c'est automatique. Il va y avoir un phénomène soit de fuite, c'est-à-dire des personnes qui vont abandonner avant d'être abandonnées, on appelle ça des personnes un peu abandonniques, qui peuvent s'abandonner elles-mêmes, qui vont avoir du mal à aller au bout de leur projet. Elles préfèrent finalement, elles sont en fait dans la fuite de cette situation qui a été trop douloureuse, et elles évitent des relations trop engageantes, ou quand ça commence à sentir le roussi, elles vont fuir. Il peut y avoir une autre façon de réagir, toujours en lien finalement avec cette énergie physiologique de stress, quand la personne elle est activée sur le moment parce qu'elle ne reçoit pas ce contact, ce lien, cet apaisement. Il peut y avoir des crises de colère, des reproches, il peut y avoir une forme de violence, de « tu ne me donnes pas ce dont j'ai besoin ». Comme si la colère qui a été l'impuissance en réalité du bébé va se rejouer à cet endroit-là. Mais là, on n'est que dans de la réaction. Une autre réaction, c'est quand c'est tellement dur que c'est le repli, et ça peut vraiment aller dans de la dépression, des états dépressifs, de figement, d'inertie, d'apathie, de grande solitude, de tristesse, de désespoir, de désarroi, qui vont bien évidemment se colorer, s'amplifier selon ce qui s'est passé ensuite dans la vie. Si par-dessus il y a des chocs traumatiques, et ça va amplifier ce phénomène d'être seul, ça va amplifier ces états de dépression et d'inertie, etc., etc. Alors comment on peut faire? Parce que c'est un peu l'objectif de cette vidéo, c'est de sortir de cette boucle insécure, de sortir de ces 3-4 schémas de réponse qui sont basés sur le danger, sur l'insécurité, sur faire face comme on peut à cette douleur. La première chose, ça va être de se ramener dans le présent. La première chose, c'est vrai que c'est quelque chose peut-être un discours qu'on peut entendre le plus, et j'ai envie aujourd'hui de le valider et de le nuancer. C'est effectivement se donner à soi-même la présence, le contact, pouvoir être un bon parent pour soi, et évidemment c'est super important. Et pour ça, c'est déjà se ramener ici maintenant. Réaliser que le temps a passé, qu'on est là, qu'on est adulte, comment on peut se toucher, s'apporter cette chaleur, une bonne bouillotte, un bain chaud, se donner. Il y a toutes les pratiques avec les sourires, les sons pour amener de la détente physiologique dans le corps. Tout ça, je le transmets aussi
largement dans mes cours. Et puis vraiment trouver le soutien par la terre, c'est vraiment toutes les bases que je transmets pour intégrer les traumas. C'est hyper utile pour les personnes qui souffrent de la blessure d'abandon. Donc ça va vraiment être trouver les ressources. Qu'est-ce qui a permis d'arriver jusque-là? Est-ce qu'il y avait des personnes? Est-ce qu'il y avait des passions? Est-ce qu'il y avait des qualités? C'est quoi vos ressources? Comment vous pouvez sentir le soutien de la terre? Concrètement, il y a quelque chose qui vous porte, qui est là et qui est tout le temps là. Et aller vraiment se ramener dans le présent par les sens. On est vraiment dans quelque chose du sensoriel. Donc par les odeurs, le toucher, de regarder autour de soi, écouter les musiques, tout ce qui va aussi réguler donc, le système nerveux. Et là, on peut aussi s'apaiser cette présence et toutes les pratiques de reparentage, dont je partage plutôt dans la partie de consolider. Ça va vraiment faire du bien. Donc oui, je valide comment on peut être un bon parent pour soi. C'est une super étape. Mais c'est pas la seule étape et c'est pas la dernière étape. Il y a une étape qui est hyper importante, c'est qu'aujourd'hui on n'est plus seul. Et si on n'est plus seul, ça ne veut pas dire que je suis là pour moi et finalement je suis encore toute seule à me donner le truc à moi-même. Ce qui va vraiment transformer, transcender, guérir cette blessure d'abandon, c'est qu'on va commencer à aller demander à l'extérieur. Mais on ne va plus aller demander à l'extérieur depuis la part petite réactivée dans l'inconscience, dans cette espèce de puits sans fond, parce que si on demande aujourd'hui à aller réparer quelque chose du passé qui est resté dans le passé, ça ne va jamais se combler. Donc il va y avoir tout un travail de se revenir dans le présent, et c'est de ma part adulte que je vais aller demander de la présence, de la chaleur, du contact, du soutien, du lien. Je vais aller le vivre depuis ma part adulte. Et depuis ma part adulte, je peux être en lien avec tout ce qui se meut à l'intérieur de moi. Mais c'est ma part adulte qui va aller demander. Et je peux aussi co-construire quelque chose comme ça. Donc ça, c'est magnifique dans le couple. Et j'ai trop hâte de vous partager plein de vidéos, un jour ça viendra, sur le couple, comment on peut vraiment grandir et co-construire à deux. Et ça peut aussi être en amitié, quand on se connaît bien, quand on n'arrive pas complètement à revenir, à être dans le présent. On peut aller demander de l'aide, mais avec une part de discernement de ok, là je sens que je suis pas complètement là, j'ai ma part petite qui est activée, est-ce que tu peux m'aider? Mais c'est la part adulte qui demande. Et si c'est la part adulte qui demande, elle va pouvoir entendre que c'est peut-être pas le moment, que c'est peut-être pas pour cette personne, le bon moment maintenant, mais peut-être c'est une autre personne. Et il y a quelque chose qui va beaucoup moins être dans la réaction par rapport à ce qui se passe, et il va y avoir une co-construction possible, et c'est dans cette co-construction qu'il va y avoir la réparation. La réparation, elle va même être plus forte dans la co-construction que dans... Alors, c'est important aussi, j'ai besoin, je demande et j'obtiens. Et aussi, je demande, la personne, elle est là aussi avec son entité. Ah bah oui, peut-être pas tout de suite, peut-être à ce moment-là. Il y a quelque chose qui se co-construit, ça va renforcer quelque chose que même si je ne peux pas avoir le lien tout de suite, le lien existe. Comment on va apprendre à nourrir le lien, même quand on ne peut pas répondre de suite aux besoins. Et c'est comme ça que le bébé grandit. Au début, la maman, elle arrive, elle répond aux besoins, et plus le petit prend confiance, plus l'aide peut différer, plus on voit bien quand le petit grandit, attends 2 secondes, là je suis en train soit de m'occuper de ton petit frère, soit de faire à manger, et il y a quelque chose qui va se co-construire et qui va se consolider. Et même si par exemple on ne se comprend pas, il y a une blessure de lien, on va pouvoir réparer. Et c'est la réparation qui va faire qu'ensuite on est encore plus sécure. Donc c'est vraiment ça dont j'ai envie de vous parler, c'est la co-construction, c'est d'oser construire le lien depuis notre part adulte. Donc oui, être un bon parent pour soi-même, mais aussi aller goûter concrètement, aujourd'hui je ne suis pas seule. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je demande de l'aide et que j'en reçois. Je
j'ai besoin de soutien, j'en reçois. Et pour obtenir ça, la troisième clé pour certaines personnes, tout le monde n'est pas obligé de passer par cette étape, il peut y avoir le besoin d'une thérapie, que ce soit en individuel ou en groupe, ou les deux. L'individuel, ça je crois que j'en parle dans d'autres vidéos YouTube, mais ça va vraiment permettre de réparer le lien d'attachement. Et le groupe, je trouve vraiment super parce que c'est comme progressif. D'abord, on va aller voir un thérapeute, puis ensuite, on va le goûter avec nos pairs, avec des gens qui sont comme nous. Et il va y avoir des erreurs et on va réparer et on va goûter le lien et on va goûter la force du c'est quoi être ensemble. Et moi, j'adore vraiment transmettre ça, notamment dans les retraites. Je trouve ça vraiment beau. Et j'ai vraiment aussi envie de faire évoluer le cours trauma, je ne sais pas quand, mais bientôt, pour vous proposer aussi une communauté de soutien, des webinaires à thème pour que vous puissiez trouver justement ce lien ensemble. On est plus fort, ensemble on avance et ça change tout parce que une des grosses conséquences du trauma, c'est quand même l'isolement. C'est quand même la solitude et ça vient réveiller toutes ces parts bébés qui n'ont pas pu être jointes et parfois il peut y avoir une blessure d'abandon relativement bénigne, j'ai envie de dire, mais qui va prendre une ampleur parce qu'ensuite il y a eu trauma et que personne n'était là, puisque s'il y a trauma, c'est que personne n'était là, etc., etc. Et pour guérir du trauma, il y a besoin d'aller guérir le petit, il y a besoin d'être ensemble.